On les voit partout, ces immenses géants blancs qui sculptent nos paysages. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir ce qui se passe à l'intérieur? Comment une simple brise peut se transformer en électricité pour nos maisons? Eh bien aujourd'hui, on part en voyage au cœur de la machine pour explorer l'ingénierie qui se cache là-dedans. Alors la question est posée. Comment ça marche concrètement? On a tous en tête l'image des pales qui tournent, bien sûr. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le véritable génie mécanique, la vraie magie si on peut dire, elle se passe tout là-haut, dans la nacelle, bien à l'abri des regards. Pour bien comprendre comment une structure aussi colossale tient debout face aux éléments, il faut commencer par le commencement. Et non, le début, ce ne sont pas les pales. C'est ce qui est caché, ce qui est sous nos pieds. C'est une bonne question. Comment une tour qui pèse plusieurs centaines de tonnes peut résister à des vents parfois violents? Le secret, il n'est pas dans la tour elle-même, mais dans son ancrage. Un ancrage massif et totalement invisible, ses fondations. Et voilà l'héroïne méconnue de toute l'histoire, la fondation. Il faut imaginer un disque énorme, de béton et d'acier. Ce n'est pas forcément très profond, mais c'est très, très large. C'est elle qui assure toute la stabilité et qui permet à ce colosse de rester bien droit pendant des décennies. Et attention, on pourrait penser que c'est juste un gros bloc de béton. Mais alors, pas du tout. La conception, c'est un travail d'orfèvre en 2 étapes bien précises. D'abord, les ingénieurs calculent la masse et la forme parfaite. Ensuite, ils dessinent tout le squelette d'acier à l'intérieur, ce qu'on appelle le ferraillage. Tout est calculé au millimètre pour résister aux forces incroyables du vent pendant plus de 20 ans. Ok, la base est solide, on est rassuré. Maintenant, on peut grimper. Allez, on monte tout en haut, dans la nacelle. C'est un peu la salle des machines, le cerveau de l'éolienne, là où la force du vent va enfin devenir de l'électricité. Et au centre de cette salle des machines, il y a la pièce maîtresse, le générateur. Son rôle, sur le papier, est simple. Il convertit le mouvement de rotation en courant électrique. Mais c'est précisément ici que les concepteurs doivent faire un choix absolument fondamental. Et ce choix, c'est un vrai dilemme technique. On peut dire qu'il y a 2 écoles, 2 philosophies. D'un côté, on peut faire une machine mécaniquement complexe avec plein d'engrenages. De l'autre, on peut faire l'inverse, une machine très simple mécaniquement, mais qui va dépendre d'une électronique de pointe. C'est l'arbitrage entre complexité mécanique et complexité électronique. Alors, regardons la première option, le générateur asynchrone. Pour fonctionner, il a besoin d'un multiplicateur. C'est en gros une gigantesque boîte de vitesses. Le problème, c'est que qui dit engrenage dit perte d'énergie, usure, bruit, vibration et donc beaucoup plus de maintenance. C'est le prix à payer. L'autre solution, c'est de tout simplifier et de se débarrasser de la boîte de vitesse. C'est ce qu'on appelle un générateur synchrone à entraînement direct. Mécaniquement, c'est beaucoup plus fiable. Mais il y a un hic, et il est de taille. Ça demande des aimants permanents extrêmement puissants. Et ces aimants sont faits avec des terres rares. Pour une seule éolienne, on peut parler de 600 kg de terres rares. Le compromis est donc énorme. Bien, on a vu le cœur de la machine. Intéressons-nous maintenant à la partie la plus iconique, la plus visible de l'éolienne, ses pales. D'ailleurs, à ce propos, écoutez bien cette citation. Elle date de 1923. Le scientifique JBS Haldane imaginait déjà des rangées de moulins à vent métalliques qui utiliseraient leur surplus d'énergie pour stocker de l'hydrogène. C'est fou de se dire que cette vision existait déjà il y a un siècle, bien avant que tout ça ne devienne une réalité. Ce chiffre, 59,3%, peut paraître un peu abstrait. Pourtant, c'est peut-être le nombre le plus important de toute l'énergie éolienne. C'est ce qu'on appelle la limite de Betz. C'est une loi de la physique, impossible d'y échapper. Pour faire simple, si une éolienne essayait de capter 100% de l'énergie du vent, elle le stopperait net. L'air s'accumulerait devant et ne passerait plus. L'astuce, c'est donc de ne prélever qu'une partie de l'énergie, de juste ralentir le vent. Et ce maximum théorique, c'est 59,3%. Pas plus. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué la machine, il faut prendre un peu de recul. Parce qu'une éolienne, aussi parfaite soit-elle, ne sert à rien si elle n'est pas au bon endroit. L'emplacement, c'est absolument crucial. Et pour l'emplacement, il y a 2 grandes familles. Les parcs éoliens sur la terre ferme et les parcs en pleine mer. Et comme on peut l'imaginer, ce sont 2 mondes complètement différents, avec des défis et des avantages qui n'ont rien à voir. Alors terrestre ou en mer? Regardons les chiffres. En mer, le coût d'installation est beaucoup plus élevé. Et là maintenant, c'est un vrai cauchemar logistique. Alors pourquoi s'embêter à aller en mer? La réponse est tout en bas, le facteur de charge. C'est le pourcentage de temps où l'éolienne produit de l'électricité à pleine puissance. Sur Terre, on est autour de 25%. En mer, où les vents sont plus forts et plus constants, on peut monter jusqu'à 45%. Le gain de productivité est énorme, et c'est ça qui justifie l'investissement colossal. Pour terminer ce tour d'horizon, il faut parler du cycle de vie complet d'une éolienne. Parce que bien sûr, ça a un début, mais ça a aussi une fin. Une éolienne, c'est conçu pour une durée de vie bien précise. En général, on tape sur environ 20 ans. 20 ans d'opération, de maintenance, à subir les contraintes permanentes du vent, de la météo, avant d'arriver en fin de vie.
Et là arrive la question qui fâche. Après 20 ans de service, qu'est-ce qu'on fait de ces géants? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de leurs immenses pales? C'est peut-être le plus grand défi pour que l'éolien devienne une filière énergétique vraiment durable. Pendant longtemps, la réponse n'était pas très glorieuse. On les enterrait. L'acier du mât se recycle très bien, mais les pales, faites en matériaux composites, c'était un vrai casse-tête. Heureusement, l'innovation avance. De nouveaux procédés chimiques sont en cours d'industrialisation pour enfin réussir à séparer les fibres et la résine afin de les réutiliser. On est donc en train de boucler la boucle. On se rapproche d'une industrie éolienne véritablement circulaire. La question n'est plus seulement comment ça marche, mais jusqu'où cette technologie peut-elle encore évoluer?